Madame, Monsieur, bonsoir. Notre invité ce soir, Monsieur Jean-Pierre Chevènement, homme politique français, ancien ministre, patron du MDC, Mouvement des Citoyens, auteur également d'une quinzaine d'ouvrages. Une carrière au sein du gouvernement de gauche ponctuée par des coups d'éclat, puisqu'à 3 reprises, M. Jean-Pierre Chevènement claquera les portes du gouvernement. Ce qui lui a valu la réputation de ministre atypique, prêt à sacrifier sa carrière pour ses idées. M. Chevènement, bonsoir et merci beaucoup de nous accorder cette interview. Bonsoir. Ce passé tumultueux a fait de vous un homme populaire, connu pour son intégrité, son honnêteté, sa droiture, voire parfois sa rigidité, diront certains. Alors, si on vous demandait de vous définir, quel homme seriez-vous ? Je préférais être défini par mon action que par mes démissions qui ne font que manifester le souhait que j'ai toujours eu au gouvernement de mener une politique conforme à mes convictions et qui soit en rapport avec mes déclarations. Je suis un vieil homme politique maintenant. J'étais un des dirigeants du Parti socialiste quand il était dans l'opposition et naturellement je suis mieux placé que beaucoup d'autres pour voir ce qu'il aurait fallu faire pour rester fidèle à l'espoir que nous avons fait lever. Donc je me définirais comme un républicain au sens français du terme, mais au sens de l'intérêt général, de l'intérêt public. Je suis très attaché à l'idée de la citoyenneté, c'est-à-dire au contrôle que les citoyens, en tant que détenteurs de la souveraineté nationale, peuvent exercer sur leur destin. Je ne pense pas que la citoyenneté soit un mot, je pense que ça doit être une réalité, mais naturellement, ça implique une certaine exigence. Vous êtes homme de gauche, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui vous a amené à vous démarquer du PS et à faire cavalier seul alors que vous étiez maître du courant de gauche au sein du Parti socialiste ? Parce que le Parti socialiste ne faisait plus vraiment une politique de gauche à certains égards, je dirais, se mettre dans la situation d'accompagner la mondialisation libérale posait quand même des problèmes d'orientation à long terme. Or, un parti de gauche doit fixer un horizon, il doit maintenir des repères. Et j'ajoute que sur la politique étrangère, la politique étrangère de la France était traditionnellement tournée vers le Sud, vers le monde arabe, et je ne pouvais pas accepter non plus que la France ne coïncide pas avec cette orientation. J'ajoute que sur d'autres sujets, l'organisation de la République française, comme communauté de citoyens, je n'étais pas prêt à transiger, même si cela correspond probablement dans votre bouche à l'épithète de rigidité, mais je crois qu'il faut savoir être ferme sur un certain nombre de convictions de base, sinon on ne fait rien de bien en politique. Alors justement, M. Chevènement, qu'est-ce que votre parti apporte aujourd'hui de plus dans la gauche plurielle ? Bien, mon parti est un parti qui se situe dans la gauche, mais c'est la gauche républicaine. C'est-à-dire qu'il essaye de montrer que sur beaucoup de sujets, il faut renouveler les problématiques de droite ou de gauche, par exemple sur l'école, sur la sécurité, sur l'organisation de la justice, sur la définition de la République comme communauté de citoyens, sur la politique étrangère. Il y a une manière de se définir qui dépasse certaines problématiques partisanes. Comment se fait-il que, malgré votre popularité, votre parti n'a pas su séduire l'électorat ? Vous savez, on ne crée pas un parti à partir de pas grand-chose, finalement. Ce qu'était autrefois le CRS ou Socialisme et République, et puis quelques apports venus soit du Parti communiste, soit du gaullisme, soit de citoyens qui n'avaient jamais participé à une organisation politique. On ne le crée pas rapidement. Il faut du temps. Alors, laissez-nous un petit peu de temps. Est-ce que vous avez un programme bien précis qui va trancher avec ce qu'offre aujourd'hui le Parti socialiste ? Bien sûr, et vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Disons que vous ne serez plus un parti d'appoint et que grâce à votre programme, vous allez pouvoir vous positionner en force politique. Ce n'est pas seulement à travers un programme, je pense qu'il faut aussi des hommes et des femmes qui le défendent et nous serons présents au cours des prochaines échéances électorales. Monsieur Chevènement, tous les pays, quel que soit leur régime, doivent aujourd'hui se rallier au diktat de l'économie libérale. Alors, quel socialisme adapté aujourd'hui à la réalité du marché ?
C'est ce qu'on appelle l'économie libérale. Ce n'est pas seulement la liberté des échanges. Aujourd'hui, nous sommes, on peut le dire, sous la souveraineté des marchés financiers. Ce sont les grands gestionnaires de fonds qui ont des exigences de profit exorbitantes et qui gouvernent le monde. Mais est-ce que la bourse peut être un instrument de gouvernement du monde? Vous vous souvenez de cette phrase du général de Gaulle, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille de la bourse. Or, aujourd'hui, on a l'impression que tout se décide sur les marchés financiers. Et je crois qu'il faut garder des orientations de long terme sur des sujets comme l'éducation, la santé, l'énergie. Vous voyez ce qui se passe en Californie. Actuellement, il y a des pannes de courant, parce que depuis 10 ans, ils ne font plus de centrales électriques. Ils ne font plus de centrales électriques parce que ce sont des investissements trop coûteux. Alors, ils achètent des turbines à gaz pour s'adapter à l'évolution de la demande. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir prévoir à long terme, et on ne peut pas s'en remettre entièrement au mécanisme de la bourse et du marché financier. Il faut aussi garder des entreprises publiques, il faut aussi qu'il y ait des États solides, comme l'État marocain par exemple, qui est très important pour assurer la stabilité, sans laquelle il ne peut pas y avoir de progrès. Donc, selon vous, il y a quand même une alternative à ce mondialisation financière, bien entendu. Ce n'est pas l'oméga du monde, ce n'est pas le point final de l'histoire humaine. C'est un moment. Et derrière cette mondialisation financière, il y a la réalité des peuples, il y a le peuple marocain, le peuple français, il y a les nations, et nous devons organiser le monde à partir de là. Alors justement, cette mondialisation doit être loin de vous satisfaire, vous qui êtes, comme on dit, théoricien de la rupture avec le capitalisme, mais aussi théoricien de l'anti-impérialisme. Non, j'ai toujours dit qu'en 1981, nous n'étions pas dans une phase de transition au socialisme, et que ce qui devait primer, c'était la République, c'est-à-dire la considération de l'intérêt général, celui du monde du travail, celui du pays, et naturellement celui de tous les autres pays, parce que je n'oppose pas les nations entre elles. Je suis un internationaliste, et je ne suis pas partisan de l'impérialisme, comme vous dites, c'est-à-dire de voir de grands pays écrasés de petits peuples. Je crois que chaque peuple a sa dignité, et chaque peuple a droit à la vie. Mais il n'empêche que c'est ce qui semble se réaliser maintenant avec la mondialisation, la globalisation, la domination des États-Unis. Les pays pauvres ou les pays en voie de développement sont en train de se marginaliser. C'est pour cela qu'il faut organiser le monde autrement, et que l'organisation de grands pays, au sud, j'étais à Porto Alegre au Brésil il n'y a pas très longtemps, il y avait un sommet anti-mondialisation, mais je crois que l'organisation de grands pays, de grands États, au sud, je pense au Brésil, au Maroc, à la Chine, à l'Inde, à l'Égypte, tout cela est une façon de faire évoluer le rapport de force mondial. Comment se fait-il que la conférence de Barcelone n'a pas apporté tous les espoirs escomptés ? Parce que le mécanisme européen est très lourd, très procédural, et peut-être faut-il aussi que les pays du Sud présentent des projets mieux ficelés. Il y a peut-être un travail de conception qui est nécessaire, mais je crois aussi que les Européens étaient, au fond, je dirais, peu pressés de dépenser les crédits qui avaient été mis en ligne. Ils avaient surtout une préoccupation, c'était la préoccupation sécuritaire, comment lutter contre l'immigration clandestine. Mais vous savez, c'est une vision très courte pour lutter contre l'immigration clandestine, la meilleure méthode, ça consiste à aider les pays... Le co-développement, ça consiste à aider les pays d'émigration à se développer, car on n'émigre jamais par plaisir. Si on donne du travail sur place, beaucoup de gens préféreront rester sur place, dans le pays qu'ils connaissent. Monsieur Chevènement, revenons à vous, si vous le voulez bien. Comment vous, un intellectuel, un militant engagé, rebelle parfois par ses idées, comment est-ce que vous avez pu gérer deux gros ministères, à savoir la Défense et l'Intérieur ? Vous savez, je n'oppose pas l'ordre et le progrès. Vous savez que c'était la devise d'Auguste Comte. Je pense qu'il faut de l'ordre si on veut aller vers le progrès. Par conséquent, j'ai pu diriger des ministères qui comptaient des centaines de milliers, même plus de 1 million de ressortissants à l'éducation nationale. Quand j'étais ministre de la Défense, ça devait faire 600 000 hommes, mais je le fais, je dirais, en affichant clairement les objectifs, les moyens, et en demandant à tous
un esprit de responsabilité et l'accomplissement de son devoir. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur, vous avez eu à traiter le dossier de l'immigration, et là, on sait que même le gouvernement, même si le gouvernement est socialiste, la politique qu'il va appliquer en matière d'immigration et une politique nationaliste, est-ce que vous n'étiez pas un petit peu tiraillé avec, comme on dit, le cœur à gauche et la raison à droite? Non, je récuse ce terme de nationaliste. Je pense que tout pays veut maîtriser les flux migratoires et aucun pays ne peut accepter que n'importe qui s'installe librement sur son sol. La France reçoit 100 millions de visiteurs par an, donc il faut bien qu'il y ait un contrôle des flux migratoires. Mais prendre le problème uniquement sous cet aspect est tout à fait insuffisant. Il faut absolument aider les pays d'origine de l'immigration à se développer, c'est ce qu'on appelle le co-développement, et dans ce domaine presque tout est à faire. Et il faut notamment aider ces pays à s'organiser, à se développer, à devenir des États, si possible, de droit, mais des États dignes de ce nom sur la scène internationale. Et c'est par conséquent un autre rapport de force qu'il faut instituer à l'échelle internationale. Il faut aller vers un monde multipolaire et non pas vers un monde dominé par la seule superpuissance américaine. Et puis, s'agissant de l'immigration, il faut toujours aider à l'intégration des immigrés régulièrement établis, qui doivent pouvoir vivre dignement dans le pays d'accueil. Qu'est-ce que vous appelez intégration, monsieur le ministre? Est-ce qu'il faut intégrer, changer, maintenir le statut des immigrés en France ou bien les intégrer carrément dans la société française? Vous savez, il y a trois choses qu'on confond toujours. Il y a les visas qui dépendent du ministère des Affaires étrangères. Mais avec Hubert Védrine, j'ai fait en sorte que on essaye de libéraliser le système des visas. Et je sais que ça pose encore beaucoup de problèmes pour faciliter les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Puis il y a ce qu'on appelle les cartes de séjour, le droit au séjour, qui dépend du ministère de l'Intérieur. La France accueille chaque année à peu près 100 000 personnes de nationalité étrangère auxquelles sont attribuées des cartes de séjour. Puis il y a l'acquisition de la nationalité qui dépend du ministère de la Solidarité, et ça c'est encore autre chose. Il y a des étrangers qui veulent ou qui ne veulent pas acquérir la nationalité française. Et leurs enfants, s'ils naissent en France, deviennent français. Mais selon vous, faut-il maintenir les immigrés dans un statut particulier, c'est-à-dire ceux qui sont qui ont une carte de séjour? Tous les droits sociaux qui existent en France pour les Français. Ils n'ont pas les droits politiques, puisqu'ils ne votent pas aux élections, mais ils ont tous les droits sociaux et ils doivent simplement respecter les lois du pays d'accueil. Et ce que j'appelle l'intégration n'est pas l'assimilation, parce que la France elle-même change. Elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était au siècle dernier, elle ne sera pas au siècle prochain ce qu'elle est aujourd'hui. Donc elle est un pays de mélange, d'apport. Est-ce que vous y croyez à la France plurielle? C'est-à-dire, est-ce qu'on on peut voir des étrangers parfaitement intégrés, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, qui est fait d'un melting pot de nationalités? Je distingue le modèle français du modèle américain, car le modèle américain est un modèle communautariste, qui juxtapose des communautés. Et vous savez, ces communautés peuvent être juxtaposées dans un statut inégal. C'est ce qu'on appelle l'apartheid, dont la définition en Afrique du Sud était égaux mais séparés. Donc moi je ne suis pas pour ce modèle, je suis plutôt pour le modèle de l'intégration républicaine. Nous sommes tous des citoyens, et même quand ce sont des étrangers qui vivent sur notre sol, ils sont 4 millions, ils ont tous les droits des Français en matière sociale. Et par conséquent, je crois que nous devons continuer à nous définir comme une nation de citoyens, une nation républicaine, fondée non pas sur l'origine, non pas sur une appartenance ethnique, mais fondée sur une communauté de droits et de devoirs. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Monsieur Chevènement, la situation au Proche-Orient s'est sérieusement détériorée. L'arrivée de Monsieur Sharon à la tête au pouvoir en Israël a littéralement ruiné les espoirs de paix. Qu'est-ce qui fait que l'Europe soit impassible devant cette escalade dangereuse de la violence au Proche-Orient? Pourtant, l'Europe est principal pourvoyeur de l'autorité. Mais vous savez, l'Europe est un mot. Palestinienne. L'Europe est un mot parce qu'en Europe, il y a plusieurs pays et la plupart d'entre eux sont strictement alignés sur la politique américaine. Le pays qui était traditionnellement le moins aligné, c'était la France. Et elle se veut encore aujourd'hui porteuse d'une diplomatie propre. Et elle essaye de faire en sorte que les Européens prennent des positions communes. Mais quand vous ajoutez à la France la voix de la Grande-Bretagne, qui est évidemment alignée sur la politique américaine, la voix de l'Allemagne,
qui, pour beaucoup de raisons, ne veut pas se dissocier des États-Unis. Et d'autres pays encore qui sont dans le sillage de la puissance américaine. Le total fait une sorte de plus petit commun dénominateur qui manque de force. Et moi, je regrette que la France, qui portait une diplomatie indépendante, se soit alignée, en particulier au moment de la guerre du Golfe, même si ensuite elle a voulu reprendre sa liberté. Mais je pense qu'il appartient à la France, comme grand pays européen, de faire comprendre que l'avenir de l'Europe est au sud, que les pays de la rive sud sont des pays dont l'avenir nous importe au plus haut point, au moins autant que les pays de l'Est vers lesquels l'Europe s'élargit. Et par conséquent, c'est le poids de la France en Europe qui déterminera la prise en compte des intérêts des pays du Sud. Et s'agissant du problème israélo-palestinien, il est évident qu'il faut aller vers une paix juste, une paix qui permette à la Palestine d'avoir un État viable qui assure la sécurité d'Israël, car la sécurité d'Israël ne peut pas se concevoir sans une Palestine qui ait un État viable. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut malheureusement beaucoup de souffrance pour arriver à la considération de ce que sont les équilibres justes. Mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et je pense que la France a un rôle à jouer pour le dire, au-delà même de l'Europe. Justement, votre position lors de la guerre des Alliés contre l'Irak vous a valu de claquer la porte alors que vous étiez ministre de la Défense. Aujourd'hui, les 10 années d'embargo ont montré leurs limites, alors qu'on sait que les sanctions pénalisent surtout tout un peuple. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative ? Justement, ces 10 années ont montré de quelles arrière-pensées se nourrissait la guerre contre l'Irak. Et ma position, qui en France au départ n'était pas toujours bien comprise, aujourd'hui elle est beaucoup mieux. Parce qu'on voit bien qu'il s'agit pour la puissance américaine d'appliquer un talon de fer sur l'Irak, pour mieux dominer toute cette région. Et pour faire en sorte Pour des raisons économiques aussi, pour avoir la main mise sur le pétrole ? Pour des raisons économiques, je le pense, principalement, mais aussi politiques, parce que les Américains sont installés militairement au Koweït, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, et par conséquent, ils maîtrisent une variable essentielle de l'équilibre mondial, qui est le prix du pétrole. Il faut savoir que les recettes du pétrole, c'est la moitié des recettes de toutes les matières premières, minérales et végétales, et que faire varier de 4 $ le prix du pétrole dans un sens ou dans un autre, c'est déplacer 100 milliards de dollars dans la poche des producteurs, des consommateurs ou des intermédiaires, c'est-à-dire des grandes sociétés de pétrole anglo-saxonnes. Donc maîtriser le pétrole, c'est maîtriser le monde, et beaucoup de gens n'ont pas vu dans la guerre du Golfe ce qu'elle signifiait véritablement. C'était une guerre pour l'hégémonie. Aujourd'hui, l'embargo est de plus en plus décrié, mais rien ne se fait réellement, même pas au Conseil de sécurité où on continue à voter le renouvellement des sanctions. Cet embargo, alors dans les faits, cela se fait plus ou moins. Mais en droit, il faut aller vers la levée de l'embargo. Je crois que de ce point de vue-là, les Américains et leurs alliés britanniques, ils sont hostiles. Mais d'autres pays qui ont un rôle au Conseil de sécurité, la France, la Russie, la Chine, ils sont favorables. Monsieur Chevènement, une toute dernière question, elle est très personnelle, mais osons quand même. En 1998, vous avez été victime d'un grave accident opératoire. Vous l'avez, comme on dit, échappé de justesse. On vous a d'ailleurs surnommé le miraculé de la République. Comment aujourd'hui, après avoir survécu à cet accident, comment voyez-vous la vie ? Est-ce que l'homme qu'on dit droit, rigide à la limite, n'est-il pas prêt à des concessions ? Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, jamais. Je dirais, je ne suis pas rigide. Non, je ne pense pas. Vous faites de moi une description excessive. Je tiens à mes convictions. Je sais que dans la longue durée, et c'est ce dont la gauche a besoin, mais le monde a besoin d'avoir de grands objectifs qui ne soient pas ceux que lui indiquent les marchés financiers. Mais le sentiment que j'ai, c'est que naturellement la vie est courte, ce n'est qu'un passage, mais sa vie, qui est finalement une vie parmi tant de millions et de milliards d'autres, il faut qu'elle serve autant que possible à quelque chose. Alors, moi, en tant qu'homme politique, je dois continuer à m'identifier à quelques repères clairs sur le plan de la politique française, ce que signifie la République, ses idéaux, et puis sur le plan de la politique internationale, faire entendre une voix juste qui manque tellement dans ce monde comme on dit, unipolaire.
Monsieur Chevènement, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2M et à dimanche prochain.